Bonjour, aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la logique. Alors on va commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle l'application. Un théorème qui s'énonce sous la forme si l'hypothèse P est vraie, alors la conclusion Q est vraie. Il s'exprime formellement sous la forme P implique Q ou bien et selon P implique que la table de vérité pour comprendre un petit peu le sens de l'implication. P que, non P, P implique que. Bon, j'ai ajouté P bar au que, juste pour comparer. Alors, vrai, vrai, faux, vrai. Alors, si P est vrai et Q est vrai, alors P implique Q est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, alors P implique Q, elle est fausse. Si P est vrai, Q est fausse, ou bien fausse vrai, ça donne vrai. Fausse, fausse, ça donne vrai. Alors le seul cas où l'application P implique Q, elle est fausse, c'est juste quand P est vrai et Q est fausse. Juste là, c'est juste une petite remarque. P bar, ça veut dire non P, ou ça veut dire je vais comparer, je vais chercher la vérité de la proposition non P ou que. Alors la proposition non P, ça veut dire P bar ou que. Alors vrai quand c'est ou, vrai faux, ça fait vrai, faux faux, ça fait faux, vrai vrai, ça fait vrai, faux vrai, ça fait vrai. Et là, on remarque que P implique Q et P bar au Q, ils ont la même table de vérité. Vrai, vrai, faux, faux, vrai, 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 vrai. Cela veut dire que P implique Q, c'est la même chose. Ça veut dire c'est équivalent à mon P ou Q. Ou bien tout simplement, on peut l'écrire comme ça, P bar. C'est-à-dire pour chercher la valeur de vérité de P implique Q, il suffit juste de chercher la valeur de vérité de P bar ou Q. C'est plus facile et c'est mieux que de chercher directement avec P implique Q. Donc, ce qu'il faut retenir, P implique Q, c'est la même chose que P bar ou Q. La contraposée d'une application. Alors pour toute assertion ou bien toute proposition P implique Q, on peut associer une assertion qu'on appelle sa contraposée. Ces deux assertions sont vraies en même temps, ça veut dire qu'elles sont équivalentes. Mon Q implique non P et la contraposée de P implique Q. Donc à chaque fois qu'on a P implique Q, sa contraposée c'est mon Q implique non P. Ils sont équivalentes, ils sont identiques. Alors P implique Q et la contraposée dans non Q implique non P. Donc ça veut dire que ça marche dans les deux sens. On a vu que la phrase, bien les phrases suivantes sont équivalentes. P implique Q et non P au Q. On vient de le voir. L'application P implique Q est donc aussi équivalente à non mon Q au P. Et ça c'est égal. Non, non, Q, ça fait que, ou non P, qui est bien équivalente à P implique Q. Donc, généralement, ce qu'on doit retenir, c'est que P implique Q. Je ne veux pas utiliser le symbole équivalent, on n'a pas encore vu. C'est la même chose que non P, ou bien non Q, implique non P. Ça s'appelle la contraposée de P implique Q. P implique Q aussi, c'est la contraposée de Q bar implique P bar. Les deux assertions, bien les deux propositions, elles ont la même table de vérité. Des fois, pour démontrer une proposition sur la forme P implique Q, et quand par exemple, dans un certain cas, on a eu des difficultés, il suffit de montrer Q bar
implique P bar. Si Q bar implique P bar, elle est vraie, automatiquement, on peut conclure que P implique Q est aussi vrai. Exercice, alors P x égale à 2 et la proposition Q x au carré égale à 4. Montrez que P implique Q est vrai et que Q implique P est fausse. Alors là, juste une petite remarque. Alors on a dit P implique Q, c'est la même chose que Q bar implique P bar, on appelle la contraposée. Alors que Q implique P, c'est l'implication réciproque de P implique Q. Ça c'est l'implication réciproque de P implique Q. Il n'y a aucune relation entre les deux. Faites attention, donc c'est juste une petite remarque pour vous indiquer que P implique Q a pour contraposé Q bar implique P bar. Alors que P implique Q a pour réciproque, implication réciproque. Alors Q implique P, c'est la réciproque de P implique Q. Donc il n'y a aucune relation entre les deux. Alors, P x égale à 2, Q x carré égale à 4. Montrer que P implique Q, elle est vraie. Alors, on prend x égale à 2 implique x carré égale à 4. Alors, l'application, si x égale à 2, alors x au carré égale à 4. Donc, cette application, elle est vraie. Alors, P, c'est une condition suffisante de x au carré égale à 4. X au carré égale à 4, c'est une condition nécessaire pour x égale à 2. Alors, pour avoir x au carré égale à 4, il suffit d'avoir x égale à 2. Pour avoir x au carré égale à 4, il suffit d'avoir x égale à 2. Donc, ça marche dans ce sens, c'est vrai. Mais, si on change d'implication, Q implique P. Q implique P, ce qu'on vient de voir, ce qu'on appelle l'application réciproque. Ça veut dire x au carré égale à 4. Est-ce que nécessairement x égale à 2? Si x au carré égale à 4, est-ce que ça implique ça? Est-ce que c'est nécessaire que x égale à 2? Alors celle-là, elle est fausse. Pour la simple raison, x au carré égale à 4, pas forcément que x égale à 2, mais il faut aussi que x égale à moins 2. Il y a deux cas. Donc x au carré égale à 4, ça ne donne pas nécessairement x égale à 2. Ça donne x égale à 2 et x égale à moins 2. Donc il faut citer les deux cas. Donc cette proposition, elle est fausse. Alors prenons un deuxième exemple. A, B, C est un triangle équilatéral. La proposition que ABC est un triangle isocèle. Alors j'ai un triangle équilatéral, ça implique qu'il est isocèle. Donc pour avoir un triangle équilatéral, il suffit qu'il soit isocèle. Pardon. Pour avoir un triangle isocèle, il suffit qu'il soit équilatéral. Donc c'est une condition suffisante. Cette condition, elle est suffisante pour que lui soit isocèle. Autrement, si ce triangle-là est équilatéral, donc automatiquement, forcément, il est isocèle. Puisqu'il a déjà trois côtés égaux, donc je peux prendre juste deux côtés égaux et ça va me donner un triangle isocèle. Inversement, dans l'autre sens, si j'ai un triangle isocèle, est-ce que forcément j'aurai un triangle équilatéral? C'est faux. Donc dans ce sens, elle est vraie, mais dans l'autre sens, elle est fausse. Équivalence logique. Alors, une équivalence logique est la conjonction d'une implication et de sa réciproque. C'est-à-dire, pour avoir une équivalence entre deux propositions, P, ça se note équivaut ou bien équivalent à Q, signifie que P doit d'abord impliquer Q et que Q doit impliquer P. Ça veut dire les deux propositions P implique Q et Q implique P doivent être vraies les deux. Les phrases suivantes ont le même sens.
Les assertions P et Q sont équivalentes. P et Q sont équivalentes, cela veut dire que P implique Q et Q implique P, ou bien P équivalent à Q, ça veut dire que P et Q sont simultanément vrais ou bien simultanément fausses. Bah, juste un exemple, x au carré négatif équivaut moins 2 appartient à n. Alors, est-ce que cette équivalence est vraie? Oui. La première proposition, x au carré négatif, avec x un réel déjà, x appartient à R, donc celle-là, elle est fausse. Moins 2 appartient à n, elle est fausse. Donc, tout ce qui est faux, elle est équivalent avec tout ce qui est faux. Prenons un exemple. N appartient à n, n supérieur ou égal à 0, équivaut pi appartient à R. Alors pour tout n antinaturel, n elle est supérieure ou égale à 0. Donc cette proposition elle est vraie. Pi c'est un nombre irrationnel, cette proposition vraie, donc les deux propositions sont équivalentes, vrai, vrai, ou bien fausse, fausse. Mais si on a vrai, faux, c'est une équivalence qui est fausse. Exemple. Bon, prenons le théorème de Pythagore. Si ABC est un triangle rectangle, et les rectangles, alors l'hypoténuse au carré C carré égale à A carré plus B carré. Alors, P, j'ai un triangle, il est bien rectangle, donc c'est vrai. Automatiquement, il va vérifier la condition C carré égale à A carré plus B carré qui est vrai. Donc, ça va dans ce sens. Si le triangle est rectangle, automatiquement, C carré égale A carré plus B carré. Dans l'autre sens, si A carré plus B carré égale à C carré, automatiquement, ça veut dire que si c'est vrai, automatiquement, le triangle sera rectangle aussi à la proposition dont bien l'application réciproque, elle est vraie. Donc voilà un exemple que vous avez utilisé avant. AB c'est un triangle rectangle. Donc équivaut ABC un triangle rectangle équivaut C carré égale à A carré plus B carré. Quantificateur universel. Alors, le quantificateur universel A à l'envers se lit pour tout ou bien quel que soit. C'est universel pour dire, pour généraliser, c'est-à-dire pour prendre tous les éléments d'un ensemble, ou pour dire que tous les nombres ou bien tous les éléments vérifient une certaine proposition ou bien vérifient une certaine condition. Alors, pour tout ou bien quel que soit. Bon, la phrase formelle, c'est quel que soit x appartient à E, P de x. P de x, c'est la proposition. La proposition P est vraie pour tous les éléments de l'ensemble E. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-exemple. Par exemple, quel que soit x appartient à R, x carré est supérieur ou égal à. Quel que soit x, ça veut dire tous les éléments, pour tout x de R, x carré supérieur ou égal à 0. Alors ce qu'on appelle quantificateur universel, c'est quel que soit. Quantificateur existentiel, le quantificateur existentiel, c'est le E à l'envers. E se dit, il existe. L'assertion, il existe, x appartient à E, P de x, veut dire quoi? Que dans E, il existe au moins un élément x qui vérifie la proposition P. Un exemple, il existe x appartient à n, tel que racine de x appartient à n. Là, je peux trouver par exemple 4 appartient à n, tel que racine de 4 égale à 2 appartient bien à n. Et je peux en trouver d'autres, parce que là, on dit au moins. Alors, petite remarque, on peut distribuer quel que soit sur A, et elle existe sur O. Mais on ne peut pas distribuer quel que soit sur O, et elle existe
sur I. Bon là, ça, on va le faire en exercice pour bien comprendre. Juste, je reviens là, une autre remarque. Alors, on peut, par exemple, il existe, avec un point d'exclamation, ça veut dire, il existe un unique X appartenant à l'ensemble. Donc, avec un point d'exclamation, ça veut dire s'il est unique. Il existe X unique. Par contre, sans point d'exclamation, il existe au moins un élément, comme dans ce cas-là, il existe X appartient à N, racine de X appartient à N. On a pris 4, on prend 9, on prend 25, ainsi de suite. Remarque. L'ordre d'écriture des quantificateurs est fondamental pour le sens d'une phrase formelle. Quand on inverse l'ordre de deux quantificateurs différents, le sens change. Exemple, quel que soit x appartient à E, il existe y appartient à f, la proposition pxy. Alors quand on inverse, il existe y appartient à E, quel que soit x appartient à f, p de xy, alors quand on inverse, là j'ai commencé par quel que soit x, après il existe y. Là il existe y, quel que soit x, donc les deux phrases, ou bien les deux propositions, ne signifient pas la même chose. Alors pour la première proposition, pour chaque x, il y a un y. À chaque fois que je choisis un x, je trouve un y correspondant. Ici, il existe y pour tous les x. Alors, juste pour le premier cas, je prends un exemple. Quel que soit x, il existe y. Quel que soit x appartient à R. Il existe x appartient à R. X plus y est supérieur. Ou bien je prends juste x est supérieur inférieur à y. Alors, quand on commence par quel que soit, c'est-à-dire à chaque fois que je prends un x, je peux lui trouver un y. À chaque fois, par exemple, je prends x égale à 4. Immédiatement, j'aurai y égale à 5. Si je prends x égale à 7, immédiatement, j'aurai y égale à 10. Et ça vérifie la condition x plus petit que... Donc chaque x, chaque fois qu'on choisit un x, immédiatement on aura un y. Les y dépendent de x. Voilà, j'ai pris x égale à 4, y égale à 5. Quand je prends x égale à 7, je prends y égale à 10, ainsi de suite. Par contre, cette proposition-là, il existe... Bon, je prends x appartient à R. Donc, remarquez bien que cette proposition-là, elle est vraie. Quel que soit y appartient à x inférieur. Autrement dit, c'est-à-dire, il existe un seul x. Pour tous les y, il existe un seul, il existe x appartient à R, il existe, mais pour tous les y. Par exemple, je prends 2. Est-ce que, si je prends x égale à 2, est-ce que ça va marcher cette inégalité? Ça veut dire, quel que soit y, ça marche toujours. Ça marche pour 3, 4, 5, mais si je prends y égale à 1, la proposition, elle devient fausse. Donc, il existe x appartient à R, quel que soit. C'est-à-dire, x, elle est unique pour tous les y. Donc, voilà la différence. Ici, quel que soit x, il existe. Pour chaque x, il existe. Alors, quel que soit x appartient tel que il existe y, ça veut dire chaque valeur de x, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Par contre, pour la deuxième, il existe x appartient à R, quel que soit y appartient à R, il existe x, mais pour tous les y. y1, y2, y3, y4.
Donc là, on remarque que l'existence, si par exemple on se donne une valeur de x, je prends 2, est-ce que tous les y vérifient cette inégalité? Non, du tout. Il suffit de prendre y égale 1 et on aura 2 pas plus petit que 1, donc cette proposition, elle est fausse. Donc faites attention, l'ordre des quantificateurs, il est important. Quand on commence par quel que soit x, il existe y, ça ne veut pas dire la même chose que quand il existe x, quel que soit y. Exemple. J'ai pris le même exemple que je vais t'expliquer. Quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R, x supérieur ou égal. Alors, quel que soit x, c'est-à-dire, quel que soit, je prends x1, x2, x3, x4, et pour chaque x, je trouve y1, y2, y3, y4, et x1 est supérieur à y1, x2 supérieur à y2, x3 supérieur à y3, x4 supérieur à y4. Donc pour chaque valeur de x, on trouve un y. La deuxième valeur de x, on trouve un autre y, ainsi de suite. Si je prends par exemple x égale à 2, pour vérifier cette inégalité, je prends 3 pour y. X égale à 3, 4, 7, 9, 100, 200, ainsi de suite. Donc, cette proposition, elle est bien vraie. La deuxième proposition, il existe x, ça veut dire x, est-ce que ça existe un seul x qui est unique, quels que soient les y qu'on prend. y1, y2, y3, y4, y5, ainsi de suite, tel que x, elle est supérieure à tous les y. C'est-à-dire, est-ce que ça existe dans R un nombre qui est supérieur à tous les nombres de R? Évidemment, non. Je peux par exemple, x égale à 1, et je peux avoir y égale juste 3. C'est-à-dire ce qu'on appelle un contre-exemple. J'ai trouvé un contre-exemple qu'il existe un nombre, mais qui n'est pas supérieur à tous les nombres de R. Donc l'existence de x, elle est unique, et y est sans quelconque. Ça veut dire le x là, il est unique pour tous les y. Est-ce que ça existe un unique nombre dans R qui est supérieur à tous les nombres? C'est impossible, parce que dans R, on n'a jamais pu trouver le plus grand nombre. La négation des quantificateurs logiques. Alors, quel que soit x appartient à E, P de x. Alors, la barre, ça veut dire la négation de cette proposition. Alors, la négation, elle transforme quel que soit en elle existe. Appartient, on garde. P de x bar. Donc, c'est équivalent. Et la deuxième proposition, il existe x appartient à E, P de x. Il existe, elle devient quel que soit. X appartient à E, tel que P de x bar. Voilà les exemples. Donnez la négation de quel que soit x appartient à R. Ça c'est P, donc P bar. Quel que soit x appartient à R, sa négation, c'est il existe x appartient à R. X carré supérieur ou égal à 0, on l'a déjà vu, x carré est strictement, le sens large, elle devient sens strict. Q bar. Il existe, ça devient, quel que soit n appartient, racine carrée de n, non appartient, on écrit appartient à n. Alors, donnez la négation des propositions suivantes. Alors, P implique que. Donc, pour avoir juste la négation, il faut remplacer P implique que par P bar O Q. Donc, pour avoir la négation de P implique que, il suffit d'avoir la négation de P bar implique que. Donc, la négation de P implique que, c'est P bar O Q bar égale. La négation de P bar bar, donc ça donne P bar bar. La négation de O, c'est E. La négation de Q, c'est Q bar. Et ceci, c'est égal
P bar bar, ça fait P. Ça veut dire la négation de la négation d'une proposition, c'est la proposition elle-même. Et Q bar. Le deuxième exercice, la négation de P bar et Q. Bon, il faut juste mettre la négation une barre et distribuer la barre pour chaque terme. Alors, on aura P bar bar. La négation de E, c'est O. La négation de Q, c'est Q bar. C'est égal P, O, Q bar. C'est comme tout à l'heure. Q bar, P, O, Q bar. P, mettre bar. Ça donne P bar. La négation de O, c'est E. La négation de Q bar, c'est Q bar bar, qui est égal à P bar. Et Q. La négation de P bar, donc P bar, on vient de voir, ça donne P. Le numéro 5, quel que soit X appartient à R. La négation, c'est il existe X appartenant à R. Attention là, on ne change pas appartient. Faites attention. Quand tu as un quantificateur ou bien quand tu as un quantificateur avec X qui appartient à l'ensemble, faites attention, on garde l'appartenance de l'ensemble. À chaque fois qu'une variable est précédée d'un quantificateur, faites attention. Alors, quel que soit X appartenant à R. Alors, on cherche la négation. La négation de quel que soit, elle existe. Et comme le X là, elle est précédée d'un quantificateur, on garde X appartient à R. Par contre, si j'ai par exemple, quel que soit X appartient à R, quel que soit X appartient à Q, l'ensemble Q, X racine de 2 appartient à R. Alors, j'ai deux symboles d'appartenance. Alors, quel que soit X. Alors, le X, il est précédé d'un quantificateur. Maintenant, je vais faire barre de tout ça. Alors, quel que soit, ça devient existe X appartenant à Q. Je garde l'appartenance. Après là, le X là, qui appartient à R, il y a un quantificateur là. X racine de 2, à ce moment, on change appartenant à n'appartenant pas. Donc faites attention. Quand le X est précédé d'un quantificateur, on ne touche pas ce symbole-là, on ne le change pas. Mais dès que le X qui appartient à un ensemble et il n'y a pas de, ça veut dire qu'il n'est pas précédé d'un quantificateur, alors là, on change ce symbole. Alors, quel que soit, ou bien, oui, quel que soit X appartenant à R, il existe Y appartenant à R, tel que X inférieur à Y. Alors, la négation, quel que soit X appartient, alors le X, il est précédé du quantificateur universel. Il existe X appartenant à R, on ne change pas ce symbole-là. Là, la même chose, il existe Y, ça fait quel que soit Y, et on ne change pas ce symbole-là. X inférieur strictement à Y, ça veut dire X supérieur ou égal à Y. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et